Malheureusement, aujourd'hui, on a fait une conférence de presse qui fait en sorte là, que nous sommes obligés de faire cette conférence-là parce que les dernières rencontres que nous avons eues, les dernières interventions que nous avons eues, entre autres avec le ministère des Forêts, n'ont pas été faciles. On a posé des questions, on pose des questions, on a peu de réponses ou à peu près pas de réponses. Je vous rappelle qu'à Alliance Forêt Boréale, on prépare des documents qui sont vérifiés par beaucoup d'intervenants, différents intervenants qui nous aident là-dedans. Puis, c'est basé vraiment sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, ce n'est pas des documents là, qui sont des documents bâclés, c'est vraiment bien monté. Donc, pourquoi qu'entre autres la conférence de presse aujourd'hui se tient? Ben, c'est que nous avons interpellé le premier ministre. OK, nous sommes rendus à ce niveau-là. Nous avons interpellé le premier ministre François Legault pour qu'il vienne nous rencontrer, pour entendre des pistes de solutions que nous souhaitons nous présenter là, sur évidemment des diverses problématiques forestières. Et malheureusement, ben, il y a eu, en fait, nous, on trouve qu'ils n'ont pas, M. Legault n'a pas saisi l'opportunité de nous rencontrer. Écoutez, lors de la dernière rencontre qui s'est tenue avec le ministre Dufour, entre autres, ben, le ministre, il a tout simplement, il n'a pas, le ministre et l'appareil qui suit l'appareil des fonctionnaires n'ont pas voulu vraiment discuter des modifications apportées au régime. Ce qu'il nous a dit, c'est que dans les prochains mois, les prochaines semaines, il y allait avoir encore 17 modifications administratives qui seraient effectuées et que ça allait être suffisant. Puis il a prié les communautés forestières d'être patients encore 1 an ou 2 pour en voir les bénéfices. Donc, il n'y a pas vraiment laissé de place à la discussion sur cet enjeu-là. OK? Alors que les milieux, ben, nous, dans le fond, on a manifesté à maintes fois, maintes reprises, que ces mesures, dans le fond, n'allaient rien régler. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'avant les fêtes, c'est ce qui avait été dit, ben, il y a eu la stratégie nationale de production de bois qui a été annoncée. Puis aussi, on est revenu sur le régime forestier et les fameuses modifications qui étaient supposées d'avoir. Mais moi, je peux vous dire qu'avec l'ensemble des intervenants aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose qui a été annoncé. Puis on nous demande d'attendre encore. Ben, je pense que ça fait assez longtemps qu'on attend. Là. Donc là, on est rendu vraiment, c'est pour ça qu'on est rendu au niveau de M. Legault. Et M. Legault, là, en juillet 2020, il avait été clair lorsqu'il avait annoncé là, qu'il allait avoir une modification substantielle du régime forestier. Donc, nous, on est prêts et comme d'habitude, on souhaite vous proposer des solutions réalistes et nécessaires pour redynamiser, évidemment, la gestion forestière dans les régions. Donc, on recommande au gouvernement de mettre de l'avant une réelle, vraiment une réelle réforme du régime forestier. Et ben, nous autres, Alliance, on est prêts, on veut être un acteur de premier plan à cette réforme et on assure le gouvernement de notre entière collaboration, comme on l'a toujours assuré. Et ce qu'on dit à M. Legault, ben, dans le fond, on veut plus prêcher dans le désert, mais on veut vraiment être dans le concret. Donc, on est vraiment rendu là. Je pense que l'ensemble des gens et des intervenants du milieu municipal et tout le milieu de l'industrie forestière, peu importe au niveau de quelle sphère, on est tous rendus. Évidemment que la première demande qu'on avait dans nos 4 demandes, c'est améliorer la loi des forêts et des éléments dysfonctionnels dans le régime forestier actuel. On a fait des consultations avec l'ensemble des acteurs. Écoutez, puis malgré les annonces faites en 2020, ben, ce qu'on dit, c'est la prévisibilité, la flexibilité et la rentabilité. Ce n'est pas encore au rendez-vous, puis c'était les enjeux majeurs qui avaient été amenés. Donc, encore une fois, ben, ce qu'on dit, c'est que faites confiance, M. Legault, faites confiance aux gens qui occupent et habitent les régions. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que présentement, une des problématiques, entre autres, du ministère, ben, c'est qu'on ne travaille pas avec la base. La base, c'est qui? C'est nos entrepreneurs forestiers, c'est nos gens qui sont vraiment sur le terrain. Ben, il faut se rapprocher. Puis faites-le confiance parce que moi, je peux vous dire qu'ils ont les compétences nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Évidemment, la sylviculture, il faut en parler. On en a parlé beaucoup. Et encore aujourd'hui, ben, il faut soutenir la sylviculture. Pourquoi? Ben, vous savez, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Puis, comment on peut le faire? Ben, c'est en investissement davantage afin de pouvoir prétendre atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale de production de bois. Notamment, il faut se rappeler dans cette stratégie-là, ce qu'on dit, c'est qu'on va doubler le rendement des forêts d'ici 2020. Bien, ça va se faire avec plus d'argent. Ben, en décembre 2020, lors de l'annonce de la stratégie nationale de production de bois, le ministre Dufour a indiqué son intention d'investir en travaux sylvicoles 250 millions par année.
Donc, bien que le gouvernement confirme qu'il y aura 25 millions supplémentaires de travaux sylvicoles, après analyse, on constate que cette somme n'est pas de l'argent neuf, car elle provient du programme fédéraux ou des sommes 2020-2021 non utilisées, donc non récurrentes. Ce qui avait été demandé, c'est de bonifier ce montant-là, puis que ça soit récurrent année après année. Bien, malheureusement, on n'est pas là. Pour nous, il est clair que sans moyens financiers suffisants, la stratégie nationale de production de bois ne sera qu'un beau mirage. Dans le fond, on va rester avec les mêmes enjeux. Puis en 2050, même si c'est loin, bien, malheureusement, on ne pourra pas atteindre les objectifs si on ne met pas plus d'argent, entre autres, évidemment, en sylviculture. Et évidemment, bien, nous, ce qu'on dit, puis ça fait longtemps qu'on en parle, de permettre à la forêt de jouer pleinement son rôle dans la lutte au changement climatique et dans la relance économique des régions du Québec. On dit que ça passe par l'industrie forestière. Puis, il ne faut pas oublier, vous le savez, le Québec, avec tous les parterres de coupe, les parterres forestiers qu'on a, bien, on dispose du meilleur moyen pour lutter contre les changements climatiques. Puis ça, c'est reconnu scientifiquement. Une forêt qui pousse et qui est aménagée, qui capte du carbone, alors qu'une forêt qui se décompose émet du carbone. Ça, c'est la base. On n'invente pas, c'est prouvé. L'utilisation du matériau bois, c'est un moyen qui permet également de capter du CO2. Cependant, pour utiliser le matériau bois, il faut rendre disponible la matière ligneuse à la récolte. Il faut permettre la réalisation de travaux sylvicoles afin d'aménager la forêt pour éventuellement la récolter et utiliser le matériau de bois. Ce qu'on dit, en investissant dans le secteur forestier, le gouvernement consolide et crée des emplois dans nos communautés forestières, puis ça génère évidemment des retombées énormes au niveau des retombées économiques, puis ça assure le développement et la pérennité des régions du Québec. Une autre façon de maintenir la vitalité économique dans nos régions est de décentraliser la gestion forestière. On en parle de ça, ça fait tellement longtemps, puis vous savez qu'il y a eu une promesse électorale qui a été faite de décentraliser 5000 fonctionnaires en région. Bien, ça va être quand? Puis, comme on voit là, ben moi, malheureusement, avec le CA entre autres avec le CA d'Alliance, on en a parlé, on n'y croit plus à ça. Puis, s'il y a un ministère qui devait être décentralisé en région, c'est bien le ministère des Forêts, parce que c'est là que ça se passe. Évidemment que le point 4, ben, on en parle, tout ça fait en sorte que nous, ce qu'on veut, c'est de préserver l'accès à la matière ligneuse. Et ça, malgré, évidemment, tout ce qu'on parle, des aires protégées, du caribou forestier, de la TBA, on le sait, l'infestation au niveau de la TBA, c'est majeur. Et nous, ce qu'on dit, c'est que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Côte-Nord et peut-être même d'autres régions, ben, on se dirige vers une crise des approvisionnements à court et moyen terme si rien n'est fait. Puis ça, ben, on ne l'invente pas, c'est une réalité. On a vu ce qui était déposé, entre autres, par le forestier en chef. Il ne faut pas oublier qu'on ne parlait pas d'une augmentation quand on parle de matières ligneuses, il faut se concentrer sur des matières ligneuses qui font en sorte de faire virer nos séries, faire virer nos usines de pâte, de papier, et ainsi de suite, et l'ensemble de l'œuvre. Puis quand on regarde ça, ben, c'était pas si encourageant que ça. Puis en plus, là-dedans, dans ce que le forestier a déposé, on ne tenait pas compte du caribou forestier. C'est encore dans l'air, ça, là. L'épidémie que j'ai dit tantôt, les aires protégées. Il faut absolument, absolument préserver l'accès à la matière ligneuse. Puis la TBE, ben, il faut en parler parce que moi, je peux vous dire qu'elle est hors de contrôle. Ça affecte des millions d'hectares de forêt. Ça, c'est des statistiques du ministère des Forêts. On ne l'invente pas, là. Puis, si on prend juste en 2020, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était 3 millions d'hectares qui étaient affectés. Puis 500 000, ça, on appelle ça de la défoliation grave. Fait que ça veut dire que c'est très difficile. Puis, dans le fond, c'est qu'un arbre défolié à 100 ou mort. Pour donner une idée concrète, là, ben 500 000 hectares, là, ben, c'est un corridor de Québec à Chicoutimi de 20 km de largeur. Donc, c'est pas rien. Caribou forestier, pour venir là-dessus, ben, Boissaco l'a soulevé, clairement. C'est un très bon exemple des impacts que ça peut avoir. La stratégie caribou, clairement, on en a déjà parlé, c'est des centaines de milliers de mètres cubes de bois qui sont en jeu pour cette stratégie-là. Puis nous autres, ce qu'on dit à M. Legault, c'est qu'on peut faire différemment et on a des pistes de solutions à proposer. Encore là, il faut qu'on en discute ensemble. Les aires protégées, bien, vous le savez, c'est incroyable comment on entend parler de ce dossier-là.
Puis là, présentement, le ministère, au niveau du ministère de l'Environnement, ben, il y a dans ces cartons près de 80 sites d'intérêt pour des projets d'air protégés. Ça n'a pas fait encore l'annonce l'objet d'annonce officielle. 25 sont situés dans les forêts aménagées du Saguenay-Saint-Jean et 9 sur la Côte-Nord. Puis le gouvernement du Québec a fait connaître ses intentions d'atteindre la cible de 30 d'ici 2030. Nous autres, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'être transparent dans le cadre de ces deux stratégies et d'impliquer les communautés dans leurs élaborations. On est un incontournable. Plusieurs scénarios et alternatives peuvent être explorés pour éviter des baisses de productivité forestière. C'est possible de le faire, mais il faut faire ensemble. Parce que, évidemment, toute baisse de productivité forestière a des impacts majeurs sur les communautés forestières et les travailleurs. Monsieur Legault, vous pouvez rétablir la confiance des communautés forestières envers votre gouvernement en permettant aux acteurs forestiers, on le répète, aux acteurs forestiers, aux communautés forestières d'en être évidemment des parties prenantes, évidemment des discussions. Nous, là, ce qu'on veut, là, notre principale préoccupation, c'est d'assurer la survie et la vitalité économique de nos communautés forestières. La forêt, c'est la solution pour relancer l'activité économique des régions ainsi que pour lutter contre les changements climatiques. Nos démarches visent à assurer un avenir aux générations futures. Dans nos régions forestières, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord se sont bâtis, développés autour de la forêt. Nous souhaitons que la forêt demeure un devenir pour ceux qui y habitent. Monsieur le Premier ministre, nous pouvons et voulons faciliter la reprise économique de nos régions. Et on le répète, on fait partie de la solution. Autant nos industriels, nos entrepreneurs forestiers, nos professionnels de la forêt sont prêts. Il est temps de nous laisser la chance d'essayer d'innover dans la façon de faire. Écoutez, aujourd'hui, on peut plus continuer comme ça. Il faut faire les choses différemment. Il faut que le ministère des Forêts, il faut que les fonctionnaires acceptent de faire les choses différemment. Puis nous autres, ce qu'on vous dit, c'est qu'on peut être efficace et efficient. Nous serons tous gagnants, et particulièrement nos communautés, les milliers de travailleurs et les familles qui vivent de la forêt. On vous tend la main, M. Legault, et il ne faut pas nous laisser tomber. Il faut travailler ensemble. Et on est prêt, tout le monde est prêt. Et l'enceinte d'intervenants aujourd'hui est là parce qu'on vous lance un message clair et on attend des nouvelles par rapport à ça à très court terme. On est prêt tout le monde et on veut travailler ensemble. La forêt, c'est l'avenir et ça, pour nous, c'est un enjeu qui est non négociable. Merci à tout le monde et je redonne la parole à Mme Catherine. Merci beaucoup, M. Cloutier. Donc, on va poursuivre avec notre prochaine intervenante qui est Mme Micheline Antil, préfète de la MRC Haute-Côte-Nord et administratrice d'Alliance Forêt Boréale. Votre micro, Mme Antil, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Merci, M. Cloutier. Donc, à titre de préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, membre du conseil d'administration d'Alliance Forêt Boréale, je ne veux que renchérir les propos qui viennent d'être tenus par notre président et qui seront tenus par les collègues. Les différentes demandes que nous réitérons depuis des années doivent maintenant trouver écho auprès des instances gouvernementales. Ces demandes sont absolument essentielles à une foresterie durable et en santé, mais malheureusement, à ce jour, elles sont demeurées lettres mortes. Nos travailleurs, nos entreprises, dans nos communautés, de même que leurs familles, n'en peuvent plus d'attendre des réponses et des résultats qui ne viennent pas. Il est temps d'agir, on ne peut plus attendre, il faut des réponses aux communautés et aux entrepreneurs. Permettez-moi de rappeler que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs fait partie des ministères à vocation économique. Si on veut réellement une relance économique dans nos régions, des modifications au régime forestier sont nécessaires. Ces modifications, notre président l'a dit, doivent permettre une prévisibilité, de la flexibilité, de l'agilité et camper sur notre développement économique. Nous serons à ce rendez-vous qui en fait vise à protéger, à assurer l'avenir de nos communautés
et l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Anctil. Donc, poursuivons aussi avec nos collaborateurs de l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec. Donc, j'invite M. Jean-François Harvey, directeur des opérations chez Reboitec et vice-président forêt de la ETSQ, à prendre la parole. Donc, bonjour, M. Cloutier, Mme Anctil, Mesdames, Messieurs, merci. Donc, Catherine m'a bien présenté. Jean-François Harvey, je travaille pour Reboitec, une entreprise qui est située au Saguenay. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on dirait que c'est le jour de la marmotte. Okay? J'ai vraiment l'impression de vivre le jour de la marmotte. Au mois de mai l'année passée, on s'est rencontrés, on avait le même genre de petite conférence et on parlait exactement des mêmes enjeux de prévisibilité, mais on attendait les annonces. Ah, les annonces s'en viennent, les annonces s'en viennent. Attendez, vous allez voir les annonces. Mais là, les annonces sont venues, puis on est encore dans le même film qui vire en boucle avec les mêmes réalités, les mêmes problèmes qui continuent de venir. Écoute, on a parlé en masse, tout ce qu'on viendra aujourd'hui, que les travaux sylvicoles sont un pilier en ce qui concerne les changements climatiques. On est une des seules industries où produire plus signifie moins d'émissions de gaz à effet de serre. On plante des petits puits de carbone à tous les jours. La sylviculture devrait être un investissement rentable qui répond aux impératifs de développement durable. On veut produire plus sur les mêmes superficies pour ultimement permettre d'autres usages sur le territoire. On parle beaucoup d'enjeux de conservation et tout, donc produire plus sur certaines superficies et conserver sur d'autres. Mais on ne veut pas seulement faire plus. Là, il est rendu autant qu'il faut faire mieux. Okay? Il faut faire mieux. Mais notre problème, c'est le ministère est engouffré dans un régime forestier qui est dysfonctionnel, okay? Un régime qui entretient une lourdeur administrative, une gestion hyper centralisée, qui offre peu ou pas de prévisibilité, on va dire peu de latitude professionnelle, même pour les gens à l'interne, puis qui impose une rigidité normative qui limite la capacité des acteurs régionaux. Okay? Puis là, comprenez-moi bien, là, mon but, ce n'est pas de taper sur le ministère aujourd'hui. J'ai plein de chums au ministère des régions. Puis, écoute, c'est pas le ministère que je veux pointer, mais c'est plutôt le régime actuel. On dirait que le régime actuel leur confère un rôle qui, selon moi, puis selon plusieurs autres intervenants, est mal adapté à la nature de cette organisation. Okay? Suivi, contrôle, reddition de compte. Il devrait se concentrer là-dessus plutôt que planification, opération. Okay? On parlait d'innover tantôt, mais là, il faut ramener ça, il faut innover dans cette façon de faire. Investir, valoriser, créer de la richesse. C'est ça l'ambition de la stratégie nationale de production de bois déposée en décembre. Bien, les solutions qui ont été parlées ici, les solutions qu'on propose sont taxées là-dedans. Okay? Ça ne fait pas juste un large consensus, on est unanime. Il s'agit de leviers pour atteindre vos ambitions, M. Legault. Okay? Je vous résume ça assez facilement. Prévisibilité égale efficacité de la sylviculture égale rentabilité des investissements. L'aménagement durable de nos forêts passe par une gestion performante, décentralisée, flexible et surtout inclusive. Les entrepreneurs sylvicoles, on souhaite participer et développer cette économie verte. Nous avons l'expertise, on a un territoire immense, puis on a des acteurs régionaux qui sont compétents et impliqués. Les ingrédients pour souscrire à votre stratégie nationale de bois sont là. Donc, contribuer en même temps au changement climatique et devenir des acteurs importants de la relance économique. Okay? Donc, M. Legault, si tout comme moi, qui est père de 2 jeunes garçons, vous croyez au legs pour nos générations futures, je vous invite à mettre à contribution votre leadership pour faire des forêts du Québec une référence en matière d'économie verte. Merci. Merci beaucoup, M. Harvey. Donc, Alliance Forêt Boréale, on représente le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Donc, j'invite maintenant, comme représentant de la Côte-Nord, M. Rémi Paquette, qui est entrepreneur de Bécomo et administrateur à l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec. Oui, bonjour. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, Mme Anctil, Mesdames, Messieurs. Je me présente, Rémi Paquette, je suis propriétaire de l'entreprise Nord-Forêt qui est basée à Bécomo. Je suis aussi administrateur de la ETSQ depuis une douzaine d'années maintenant. Je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Vous savez, comme on dit souvent, l'une des plus grandes qualités d'un entrepreneur, c'est d'être capable de se retourner sur un 10 cents. Bien, moi, je vais vous dire que mon 10 cents, il commence à être pas mal usé. Dans les dernières années, en raison du manque de prévisibilité, les entrepreneurs ont développé une aptitude devenue essentielle, c'est l'improvisation. C'est bien pour dire, je n'aurais jamais pensé exceller dans la ligue d'improvisation, la LNI, mais maintenant, c'est ce que je fais tous les jours dans mon domaine. Par contre, cette aptitude-là, elle a des limites parce que nous devenons plus réactifs
que proactif. Si on veut devenir efficace et performant, on a réellement besoin de prévisibilité et de planification efficiente. Toutes les formations en gestion des organisations sont basées sur la planification, puis on continue à tolérer qu'un système forestier comme le nôtre fait tout le contraire. Si on veut lutter contre les changements climatiques et qu'on veut absolument atteindre l'objectif de doubler la production de bois tout en exploitant moins de superficie, et si on veut réellement relancer l'économie des régions, les travaux sylvicoles sont un incontournable. Je suis ici ce matin parce qu'il est grandement temps de passer à l'action pour le moyen et le long terme, et ça, dès maintenant. Il y a eu des mesures administratives mises en place, mais malheureusement, elles sont loin d'être suffisantes pour régler les enjeux structurels et d'efficience de notre système. Monsieur Legault, je me joins donc à mes collègues pour faire appel à votre leadership afin que l'on puisse progresser et que l'on puisse procéder aux améliorations nécessaires dans le régime forestier actuel en vue de relever les défis qui s'imposent. L'entrepreneur que je suis s'adresse à l'entrepreneur que vous êtes. Les gens du ministère de Rexforêt dans la région et les entrepreneurs sylvicoles ont hâte de relever les défis de demain. Donnez-nous les moyens de participer au développement de nos forêts, autant par la planification que la réalisation des travaux, car nous sommes prêts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paquette. Donc, c'est maintenant terminé pour les allocutions. Alors, on va passer à la période de questions des journalistes. Je vois que M. Louis Tremblay a sa main levée depuis un certain moment. Alors, est-ce que c'était bien pour poser une question, M. Tremblay? Est-ce que M. Tremblay est là? Oui, c'était pour poser une question. Alors, je vous laisse la parole. La question s'adresse à M. Cloutier. Il faut poser les deux questions tout de suite, c'est que ça va être fait. Là. Il y a beaucoup de monde. Premièrement, M. Cloutier, êtes-vous en mesure de nous donner à peu près un minimum de possibilités forestières qui est à risque selon vos projections, parce que je sais que vous avez une capacité d'analyse. Selon vos projections, c'est quoi qui est à risque en 2023 quand on va renouveler les garanties d'approvisionnement? Et deuxièmement, M. Cloutier, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention cette semaine dans les médias nationaux de l'évêque du diocèse de Chicoutimi et des comités pastoraux qui endossent la création des aires protégées? Évidemment, probablement qu'ils ne vous ont pas parlé. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci, M. Tremblay. Pour la première question, je vais quand même, si vous voulez, là, pour vous donner le chiffre exact, j'ai M. Aldé tantôt que je vais lui demander là, de vous répondre là-dessus parce que j'en ai un, mais je veux être sûr de vous donner la bonne information. Pour l'autre dossier que vous parlez, effectivement, j'ai été surpris. J'ai été surpris, puis le problème revient à ça, c'est que présentement, les aires protégées, on règle ça dans les médias, puis il ne faut pas que ça se règle là. Ce qu'on dit tantôt, puis ce qu'on a dit, c'est qu'il faut des tables de consultation. Il faut s'asseoir ensemble pour discuter des enjeux des aires protégées, et nous, les communautés, nous sommes les premiers visés. Donc, c'est pas vrai qu'on peut commencer à régler ça dans les médias et dire, ben moi, je suis d'accord avec les aires protégées, parce que chacun a ses raisons d'être d'accord et de vouloir des aires protégées. Mais peu importe que ce soit le diocèse, peu importe qui, c'est pas tout le temps pour les bonnes raisons. Puis, il faut penser aux impacts des aires protégées à long terme. Puis ça, souvent, on n'y pense pas, parce que même si tu fais un aire protégée, ben, les feux de forêt, la TBA et ainsi de suite, tout va continuer quand même. Donc, tu peux pas... Est-ce qu'au bout de la ligne, ça va être payant de créer des aires protégées avec une bulle de verre et dire on ne touche plus à ça, quand on sait très bien qu'il va y avoir des problématiques qui vont survenir. Et là, après ça, on va dire, ben là, il faut intervenir. Donc, moi, que ce soit eux ou que ce soit n'importe quel groupe, moi, ce que je dis, c'est que les aires protégées, il faut s'asseoir. Les communautés, on est partie prenante. On a rencontré d'ailleurs le ministère de l'Environnement là-dessus. Ils nous ont expliqué l'enjeu des aires protégées. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'un aire protégé, il devrait y avoir des consultations qui soient faites et ils nous ont dit que les communautés, on allait faire partie prenante de ces discussions-là. Donc, nous autres, c'est un peu ce qu'on a dit tantôt. On est prêts, mais il faut nous interpeller puis il faut discuter avec nous. Donc, moi, au niveau des aires protégées, c'est ça. Au niveau là, de ce qu'on parlait d'approvisionnement, Aldé, je pense que je ne te vois pas, là, mais... Oui, en fait, je peux peut-être donner un peu d'informations. Oui. On en manque d'informations pour avoir bien le chiffre détaillé. Il y a 3 grandes menaces qui planent sur l'approvisionnement forestier à court moyen terme. La TBA,
on nous dit qu'il y a 529 000 hectares de forêt qui est gravement défolié. Donc, on parle d'un arbre qui est du pied à la cime est atteint, sinon mort. Quelles sont les possibilités, les pourcentages de bois qu'on peut aller récupérer dans ces 525 000 hectares-là? On n'a pas l'information. On nous dit que le ministère a des plans de récupération, mais nécessairement, ce qu'on sait sur le terrain, c'est qu'il y a du bois qui se perd. On va sur des sites où on entre trop tardivement puis qu'on ne peut plus récolter cette matière-là qui devient impropre à la transformation. Pour ce qui est des aires protégées, avec les différents projets qui sont dans les cartons du ministère de l'Environnement, seulement pour le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la TRACA, la table régionale d'analyse de carence de la CRE, avait fait un exercice à l'époque qui s'était terminé en 2015 avec la fin de la CRE, où on avait estimé un impact sur les possibilités forestières de 300 000 m3 de bois pour atteindre 12 % en aires protégées sur le territoire régional. Plusieurs de ces sites-là n'ont pas été annoncés, mais on n'a pas l'information quels sont les sites qui sont encore dans les cartons du ministère qui vont faire l'objet d'une seconde annonce, voire même d'une troisième annonce. On sait que le gouvernement veut atteindre 30 %. Pour ce qui est du caribou forestier, le plan de rétablissement 2016, c'est 700 000 m3 de bois d'impact que ça a eu sur les possibilités forestières du Québec. On sait qu'il y a des zones de restauration qui vont être mises en place pour rétablir certains territoires propres à l'habitat du caribou forestier. On ne connaît pas ces zones-là en détail. On a vu des scénarios préliminaires, mais on sait que si le gouvernement va de l'avant pour le territoire de Bois-Sacco sur la Haute-Côte-Nord, c'est plus de 100 000 m3 de bois qui vont être retirés à son approvisionnement. On peut penser que pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aura aussi des répercussions négatives parce que plusieurs sites sont prévus dans le territoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au nord de différentes unités d'aménagement, dont la 2471. Donc, c'est difficile d'avoir un chiffre précis, mais c'est inévitable. De ce qu'on nous dit, c'est plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de bois. Donc, on peut penser qu'il y a une, voire deux usines qui sont en péril si jamais le ministère va de l'avant. Donc, merci. Ça répondait bien, M. Tremblay, à vos questions? Alors, oui. Parfait, merci. Alors, on va passer à la prochaine question. La personne qui s'appelle iPhone, donc, vous nommez et... Je pense que c'est moi, c'est Flavie Villeneuve de Radio-Canada. Désolée, j'ai oublié de me renommer. En fait, ma première question, ce serait, malheureusement, vous avez déjà eu un refus pour cette rencontre avec François Legault. Qu'est-ce que vous espérez déjà après cette conférence de presse? Puis ma deuxième question, vous avez évoqué que vous avez eu des rencontres avec le ministère des Forêts, que ça n'a pas été facile et que vous avez eu peu de réponses. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur ces discussions que vous avez peut-être pu avoir? OK. Ben, la première question, nous, ce qu'on espère, c'est tout simplement que M. Legault discute avec nous. Ça, c'est clair. C'était notre demande qui avait été faite, puis on réitère la même demande. Puis je pense qu'avec les éléments qu'on a là, puis nous, on l'a dit, on est rendu à son niveau. Donc, nous, on veut vraiment avoir une réponse plus que de dire que, dans le fond, il ne pouvait pas nous rencontrer par manque de temps. L'autre, à votre autre question, au niveau du ministère des Forêts, plus de précision, c'est que nous, on a déposé des documents, OK, avec évidemment les enjeux qu'on a soulevés aujourd'hui, des documents complets qu'on a présentés. Plus d'une fois, là, il y a plus qu'un document Alliance. Là, on pourrait vous dire qu'on a des documents, on en a plusieurs de fait, sur les différents enjeux, sur les pistes de solutions, sur ainsi de suite. Des réponses, on en a eu à quelques reprises, mais la dernière fois, écoutez, nous, ce qu'on s'est rendu compte avec le CA d'Alliance, c'est que autant le ministre que le ministère nous disaient, écoutez, là, laissez-nous faire. On sait jusqu'où ça s'en va, puis ça s'en vient, puis ça va se régler. Mais on n'a pas senti qu'il y avait une ouverture à vouloir vraiment répondre à une interrogation. La dernière chose qu'on s'est entendu, on a dit, au moins répondre à notre document. Mais à ce jour, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a eu aucune réponse qui a été déposée au document qu'on avait produit. Je ne pense pas, Aldé, entre hier et aujourd'hui, qu'on a eu plus de réponses à notre document. Non, effectivement, là, on est toujours en attente. Merci beaucoup. Et puis, je vais en profiter, si je peux me permettre, de rebondir là-dessus. Je sais qu'aussi, vous avez quand même eu le soutien, si on peut dire ça comme ça, du Parti libéral et du Parti québécois qui, eux non plus, ne digèrent pas vraiment
le fait qu'il y ait eu un refus. Est-ce que vous pensez que ça va peut-être vous aider aussi dans vos démarches? Ben, nous, on prend tous les intervenants. Donc, ces gens-là, c'est eux qui nous ont contactés pour nous interpeller par rapport à ça. On leur a expliqué vraiment tous les enjeux qu'Alliance soulève. Évidemment que toute la possibilité qu'on peut avoir avec l'industrie forestière quand on parle de lutte au changement climatique et ainsi de suite. Quand on parle de développement durable, s'il y a un exemple, c'est l'industrie forestière. Donc, on les a tous expliqué ça. Donc, eux ont intervenu. Puis s'ils peuvent, comme je l'ai dit, nous, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit évidemment nos députés qu'on interpelle, que ce soit tous les acteurs qu'on a aujourd'hui, vous voyez que nous, on prend vraiment l'aide de tout le monde. Et souvent, c'est ces organisations-là, ces gens-là qui rentrent en communication avec nous. Et nous, on prend toujours la peine de répondre à leurs questions pour nous expliquer vraiment c'est quoi l'esprit en arrière d'Alliance Forêt Boréale. Merci beaucoup. Merci. Donc, prochaine question, Louis Potvin de Trium Média. Oui, ma question s'adresse à M. Cloutier. Pour prendre peut-être les mots de M. Harvey tout à l'heure, ce genre de conférence-là, on dirait que c'est un peu le jour de la marmotte. Là. Je dirais peut-être au cours des 10 dernières années, il y a eu les mêmes, à intervalles réguliers, il y a eu le même genre de cri du cœur de la part de l'industrie forestière et de l'Alliance Forêt Boréale. Est-ce qu'on a l'impression de prêcher encore dans le désert, puis c'est un peu ça devient des coups d'épée dans l'eau parce qu'on n'a pas de réponse des partis politiques? Dans le temps, c'était les libéraux, ça a même été le PQ. Comment qu'on arrive justement à ça, puis est-ce qu'on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, puis on va être capable de parler à M. Legault? Puis M. Potvin, vous avez raison, on s'est déjà parlé quand j'avais d'autres fonctions, puis on était un peu dans les mêmes choses, dans les mêmes problématiques. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on en est rendu là aujourd'hui parce que malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, les réponses ne viennent pas. Puis surtout, le fait qu'on nous a fait miroiter qu'il allait y avoir des annonces, des annonces qui sont arrivées avant les fêtes où on a dit « Attendez, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir ». Mais malheureusement, on attend tous, puis on est encore aujourd'hui à attendre. Donc ça, c'est un problème. Puis moi, je peux vous dire que malgré tout ça, avec les différentes interventions qui ont été faites, ben nous, ce qu'on sait et ce qu'on sent, c'est qu'on dérange parce qu'on pose des questions, puis ce qu'on amène comme élément, ben c'est basé sur c'est solide comme argument, puis c'est basé sur du concret. Là. On n'invente rien. Là. Surtout qu'on revendique ce que l'ensemble des intervenants au niveau de l'industrie forestière nous amène. Donc, on n'amène pas ce qu'on amène, c'est vraiment la réalité du terrain. Donc, pour nous, c'est sûr et certain que malheureusement, là, quand on est rendu interpellé le premier ministre, comme on fait aujourd'hui, ben là, c'est parce qu'on trouve que depuis les dernières semaines, les derniers mois, ben malheureusement, il y a, comme on a dit, il y a peu d'écoute, puis on voit que là, on est en train de vouloir un peu tasser un peu, entre autres, Alliance Forêt Boréale, mais un peu tous les intervenants en disant, regarde, on sait ce qu'on fait, puis laissez-nous faire, mais nous, malheureusement, on peut pas laisser faire cette situation-là, parce qu'au bout de la ligne, c'est pas ces gens-là qui vont être le plus impactés, c'est nous, les communautés, nous, les différents acteurs de cette industrie-là. Donc, nous, c'est sûr et certain qu'on va continuer. Puis, comme j'ai dit, c'est sûr et certain que ça va avoir des échos. Puis, j'espère que M. Legault va nous donner une réponse assez rapidement à cette intervention-là qu'on fait aujourd'hui. Peut-être pour ajouter, pensez-vous, avec les reportages qu'il y a eu concernant justement que le ministère des Forêts peut-être, entre guillemets, à la solde de l'industrie, est-ce que justement le ton qui a été donné par le ministère des Forêts depuis les derniers mois, est-ce que ça pourrait découler de ces informations-là, des reportages, que le ministère est un peu plus hermétique, puis veut se protéger, puis qu'il n'y ait pas l'impression, que les gens n'aient pas l'impression qu'ils sont à la solde là, de l'industrie forestière? Écoutez, ça faudrait leur poser la question. Ça peut arriver. C'est sûr que le reportage dont vous faites référence, entre autres, c'est le dernier reportage à l'émission Enquête, qui malheureusement, encore une fois, a été biaisé. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Puis moi, j'ai fait partie de ce reportage-là, mais on a manqué une belle occasion de montrer les deux côtés de la médaille, malheureusement. Puis quand on dit que le ministère des Forêts est à la solde de l'industrie forestière ou peu importe de qui, ben moi, j'ai de la misère à le comprendre parce que présentement, les directives viennent du ministère des Forêts. Puis les gens, peu importe qui, n'ont pas le choix d'appliquer ces directives-là. Et c'est là qu'est le problème. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce qui est appliqué avec ce régime-là ne fonctionne pas sur la réalité terrain. Donc, moi, quand on dit que
on est à la solde de l'industrie ou peu importe qui, ça ne fonctionne pas parce que présentement, c'est dicté par le ministère des Forêts. Il y a une loi qui est encadrée. Donc, c'est cette loi-là qu'on dit qu'il faut changer. Donc, ça, c'est un discours pour moi, là, moi je ne jette vraiment pas ce discours. Je vais laisser la parole à Jean-François Tremblay qui voulait peut-être intervenir sur cette question, Jean-François. Ouais, c'était moi, Jean-François Harvey. Je voulais juste rajouter, j'ai dit, juste faire un pouce là-dessus, là, mais effectivement, le reportage était très tendancieux. Là. On n'a qu'à parler aux forestiers, je pense, pour dire qu'on n'achète pas tout ça. Sauf que je dirais que la communication avec les hautes instances du ministère était déjà rompue bien avant le reportage. Tu sais. Puis, j'aurais peut-être pas dit ça micro ouvert, mais on dirait que le ministère ne reconnaît pas qu'il y a le problème. Tu sais. Puis, tu sais, comme le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'il y a vraiment un réel problème. Puis là, présentement, on se rebute un peu. Ah non, il n'y a pas de problème. Puis je te promets, je vais te faire voir, on va annoncer ça, on va annoncer ça. Mais finalement, le changement ne vient pas ou tarde à venir. Merci, M. Harvey. Donc, maintenant, Jean-François Tremblay pour la prochaine question de TVA. Comment vous expliquez, M. Cloutier, qu'un premier ministre dans une région qui a 4 députés sur 5, dans une industrie aussi majeure, vous dites craindre la fermeture peut-être d'usines avec les problèmes que vive la forêt en approvisionnement ou que ce premier ministre-là ne vous réponde pas ou ne veuille pas vous parler. Comment vous l'expliquez? C'est tellement une bonne question, puis j'aurais de la misère à l'expliquer parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, ce qui est difficile, il est extrêmement difficile à comprendre, si on regarde l'ensemble des industries au Québec, c'est que nous, au niveau de l'industrie, puis je dis nous parce qu'on est tous impliqués là-dedans, au niveau de l'industrie forestière, c'est toujours plus compliqué. On est toujours la solde de plein d'intervenants. C'est toujours, écoutez, là, c'est toujours difficile. Puis malheureusement, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce gouvernement-là a l'opportunité de créer de la richesse avec l'industrie forestière. Et quand on regarde l'empreinte au niveau, si on prend le bois, l'acier, le béton, écoute, ça ne se compare même pas. Je veux dire, ils ont la plus belle, ils ont ce qu'il y a le plus beau, la plus belle richesse au Québec, c'est la forêt. Puis de l'exploiter de manière intelligente, de manière durable. On a tout ce qu'il faut pour vraiment créer de la richesse avec cette industrie-là. Puis, tu sais, on parle juste de la stratégie nationale de production de bois. Là. Ben, moi, excusez, mais on est en retard. C'est encore difficile de construire en bois au Québec. Oui, il y a eu des avancées, mais on devrait être rendu bien plus loin que ça. Mais là, encore là, ben là, c'est encore compliqué. Plein d'intervenants se mêlent de ça. Donc, moi, là, je ne comprends pas ça. Moi, ce que je dis, puis ce qu'on répète au niveau d'Alliance Forêt Boréale, c'est qu'on devrait bien plus dire, ben go, on avance, puis on va de l'avant, puis vraiment, on va s'organiser pour que, au niveau de l'industrie forestière, qu'on va créer de la richesse pour les générations à venir. Ça vous va, M. Tremblay? Oui, merci. Parfait. Donc, maintenant, dernière question, Zoé Bellumeur de Radio-Canada. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement, avec le régime forestier actuel, c'est quoi les conséquences directes sur les travailleurs de l'industrie? Et si jamais le régime forestier ne venait jamais à changer, là, ça serait quoi les conséquences concrètes sur les travailleurs à long terme? Bien, quand on dit les travailleurs, je vais vous parler, entre autres, de nos entrepreneurs qui ont, tu sais, tantôt, on disait le mot improvisation. C'est un peu ça, là. C'est que là, présentement, la planification, ce qui est demandé par l'industrie, ça fait longtemps que c'est demandé, c'est d'avoir une vision à long terme. Donc là, présentement, on est dans un mur, puis là, ça avance, mais on sait ça à mesure que ça avance, donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Puis là, on dit en même temps, il faut investir. Oui, mais si tu veux investir, ça me prend une garantie au niveau des approvisionnements. Puis cette garantie-là, puis ce qui va se passer dans les prochaines années, on ne l'a pas. Puis ça, c'est un problème. Avec tout ce qui plane, c'est un problème. Puis moi, je vais toujours donner l'exemple. Si demain matin, une personne veut s'ouvrir un dépanneur, mais on va lui dire, avec un poste de gaz, on va lui dire du gaz, tu vas en avoir moyen pour 6 mois, c'est sûr qu'il ne décollera pas son dépanneur. C'est un peu la même affaire. Présentement, on demande c'est quoi nos garanties d'approvisionnement? Moi, je pense qu'à partir du moment puis avec tout
faut se rappeler au niveau du régime, là, rappelez-vous, quand il a été créé au départ, c'était parce qu'on disait on veut qu'il y ait 25 du bois qui soit mis aux enchères, puis ça va permettre d'éviter de payer une surtaxe aux Américains. Puis aujourd'hui, on paye une surtaxe aux Américains. Donc là, le régime forestier n'a vraiment pas rencontré, entre autres, cet objectif-là. Puis moi, je peux vous dire une chose, c'est que quand on parler aux différents entrepreneurs ou quoi que ce soit, présentement, ce que ça fait, c'est que les gens embarquent les machineries, se déplacent d'une place à l'autre parce que présentement, avec tout ce système-là qui est très peu efficace et que le rendement vraiment n'est pas là, ben on se déplace puis ça ne fonctionne pas. Donc, moi, là, c'est vraiment une question d'efficacité des opérations. Et ce régime-là, puis tu sais, on l'a mis en place, puis ça fait quand même plusieurs années. Puis à un moment donné, quand tu mets quoi en place, c'est normal qu'à un moment donné, tu te dis, ben il faut se poser des questions. Est-ce que ça rencontre encore les objectifs? Puis là, on défend encore ce régime-là, puis on défend encore cette bébite-là, même si tout le monde, l'ensemble de l'œuvre dit, gars, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce que vous avez mis en place. Donc là, vraiment, là, c'est. Puis les conséquences, bien, c'est sûr et certain qu'à partir du moment où ce que tu dis, tu n'es pas capable de garantir des approvisionnements, puis ce qu'on voit avec ce qui plane, avec les aires protégées, et ainsi de suite, on l'a dit tantôt, c'est des milliers de mètres cubes de bois qui sont en jeu. Ben, c'est sûr qu'au bout de la ligne, ben, on parle de série, on parle d'opération. Donc, tout ça, c'est relié. Puis tu sais, quand le bois, il faut se rappeler qu'on récupère 100% du bois. Puis avec le bois, ben, c'est quoi qu'on fait? C'est qu'on fait du bois d'œuvre, mais on fait aussi de la pâte, on fait du papier, on fait différentes choses avec. Donc, si tu as moins de bois, ben, ça affecte l'ensemble des opérations. C'est une roue, là. Donc, c'est vraiment les conséquences de tout ça, là. Puis peut-être juste rebondir là-dessus, c'est beaucoup d'incertitudes sur l'industrie. Est-ce que vous savez peut-être combien d'emplois seraient à risque là, avec le régime actuel si ça ne changeait pas? Bien, selon les calculs d'emplois directs, là, on parlait de 100 000 mètres cubes, on parlait de 300 emplois, là, si je ne me trompe pas, Aldé, là, dans les derniers chiffres. Oui, absolument. Donc, Ouais. 100 000 mètres cubes, 300 emplois. Puis ça, on parlait d'emplois directs. Hein? Oui. Bon, bien là, il faut calculer les emplois directs. Là. Moi, je peux vous le dire, là, ici, moi, comme maire de municipalité, c'est vraiment la foresterie. Si vous avez le nombre d'entreprises qui dépendent de l'industrie forestière ici, je ne dirais pas 100%, mais je vais vous dire que c'est énorme. C'est des belles entreprises, des gens qui sont créatifs, qui sont novateurs, puis ils dépendent tous de cette industrie-là. Donc, voilà. Je vais laisser la parole à Rémi Paquette aussi qui voulait intervenir un petit peu sur la question. Oui, merci. C'est ça. Nous autres, je vous dirais aussi, là, en tant qu'entrepreneur forestier, nous autres, on a environ une quarantaine d'employés. Puis le fait que la prévisibilité n'est pas vraiment active là, au niveau du régime actuel, là, cette année, on n'a pas pu voir venir les différents appels d'offres publics venir. Là. Ça a été annoncé à la dernière minute, tout ça. Puis juste dans notre cas, nous autres, là, pour une entreprise d'environ 40-45 employés, on a 10 à 15 postes qui ont été perdus là, parce qu'on n'était pas capable d'annoncer aux gens qu'on allait avoir des possibilités. On n'avait même pas la garantie d'obtenir les contrats, mais qu'on aurait eu au moins la possibilité de leur offrir un emploi encore cette année. Puis je vous dirais que dans le contexte actuel, avec la pénurie de main-d'œuvre, on devient aussi compétiteur non seulement de nos compétiteurs directs en sylviculture, mais on devient des compétiteurs des minières, de tous les autres secteurs d'activité au Québec. Puis en tout cas, à mon humble avis, là, dans ce cas-là précis, d'après moi, là, on a peut-être sur ces 10-15 travailleurs-là, on a au moins la moitié là, que le secteur lui-même a perdu ces travailleurs-là. Là. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans le secteur forestier, ils sont partis dans d'autres choses parce qu'à un moment donné, ils sont tannés de ne pas être capables d'avoir de perspectives à moyen terme. On ne parle même pas de long terme, là, mais seulement de savoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, s'ils vont être encore capables d'avoir un emploi dans notre domaine. Puis pourtant, c'est des gens, les travailleurs forestiers, c'est des travailleurs de cœur, c'est du monde qui aime la forêt, c'est du monde. On ne fait pas ça seulement pour l'argent parce qu'on ne t'offre pas dans ce milieu-là. C'est des gens qui y croient, qui croyaient dans ce cas-là, malheureusement. Puis
Puis je pense que tout le secteur forestier est perdant là, du fait qu'on n'est pas capable de rassurer ces gens-là sur leur perspective d'emploi et leur perspective d'avenir. Petite précision, Pascal, le 100 000 m3 de bois permet de générer 300 emplois directs, indirects et induits. Donc, c'est tout emploi confondu là, qui sont en jeu là, au niveau de la récolte qui serait diminuée. Merci, Aldé. Il n'y a plus de questions, je crois, donc ça fait pas mal le tour. Peut-être, M. Cloutier, un petit mot de conclusion? Oui, bien écoutez, là, je remercie encore parce qu'il y a eu énormément de participants qui ont participé aujourd'hui, participants qui ont participé, effectivement. Mais merci à l'ensemble des intervenants qui ont été là pour nous accompagner aujourd'hui. Je pense que c'est une belle appui. On sent vraiment que l'Alliance est appuyée dans ce qu'il fait, puis ça, c'est très apprécié. Puis sachez une chose, c'est qu'on travaille très fort, on discute à toutes les semaines de ce qu'on va faire les semaines suivantes. Donc, on va continuer à le faire, on va continuer à être là, je le répète, pour nos communautés. Puis, M. Paquette l'a dit, je pense que les gens qui travaillent en forêt, c'est pas seulement, vraiment pas seulement pour l'argent, c'est parce qu'ils ont à cœur le développement de la communauté. Puis tu sais, je dis tout le temps, là, souvent, les gens qui travaillent en forêt, c'est les mêmes gens qui vont aller à la chasse, à la pêche, qui ont des chalets dans le bois. Fait que quand vous pensez à ça, là, ben, dites-vous une chose, c'est quand on parle de développement durable, quand on parle d'Alliance, on défend ça, puis on est là, puis l'industrie forestière est là aussi. Donc, merci encore, puis on va continuer. Puis évidemment que suite à cette conférence-là, on attend clairement des réponses. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Bonne journée. Merci.